Que se passe-t-il lorsqu'on est chercheuse, chercheur et qu'on fait une découverte scientifique complètement inattendue? Comment réagissent les pairs? C'est ce que raconte dans Accident, regard sur la République des sciences, Alain Prochiantz. Alain Prochiantz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici à Grand Labo. Vous êtes neurobiologiste, vous êtes membre de l'Académie des sciences et professeur émérite au Collège de France, que vous avez présidé, hein. En tout cas vous avez présidé le conseil d'administration il y a quelques années. Et vous êtes donc l'auteur de ce livre qui est sorti mi-mars, hein, aux éditions Odile Jacob. Alors votre livre tourne autour d'une découverte ou d'une observation, un accident comme vous dites, dont ni votre compréhension du fonctionnement de la cellule, ni votre vie personnelle de chercheur ne sortiront indemnes. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots de quoi il s'agissait? Dans une expérience contrôle, en fait, nous avons observé qu'un polypeptide hydrophile était capable de traverser une membrane hydrophobe, une membrane de cellules. Et ça, à l'époque, la membrane de la cellule, c'était le mur de Berlin, ça ne se traversait pas. Voilà, donc ça se traverse. Mais cette observation, effectivement, prenait pas mal de dogmes à repousse-poil. Donc, il y avait deux solutions, ou bien ne pas voir, hein, ou bien voir. Si j'ai vu, c'est parce qu'en fait, je n'étais pas familier du domaine. Donc, je ne m'étais pas rendu compte que c'était tellement en dehors quelque chose de clous. transgressif. Voilà. C'était comme ça, ça m'amusait et je me suis laissé emballer. Sur le coup, comment réagissent au tout début les gens qui sont dans cet univers de recherche? Quelle est la réaction? Pas possible. Pas Ils possible. disent, c'est pas possible. Mais ils se sont bien rendus compte que c'était possible parce que grâce à ça, on a fait des petits peptides qui traversent les membranes que tout le monde a utilisés. Donc, Mais pas tout de suite. J'étais très vite là-dessus, oui, Ouais. parce que j'ai compris que c'était quand même nécessaire. Parce que dans la compréhension de l'entrée, du mécanisme, il fallait comprendre pourquoi ça rentrait. Donc, identifier la séquence qui permet de faire traverser la membrane, et cette séquence traversait les membranes. Mais ça, on a fait l'observation en 90, et les premiers peptides pénétrants de la famille, on appelle ça des peptides pénétrants, ont été publiés en 94. Donc le manip était fait bien avant. Donc, finalement assez rapide. Oui, en quoi est-ce que vous diriez que cet accident a révélé une forme de dogmatisme dans la recherche scientifique elle-même? Pas par tous. Hein. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup aidé par des chercheurs de haut niveau. Hein. Je cite Walter Gehring, par exemple. En fait, nous n'avions pas fait ce qu'il fallait pour démontrer ce que nous pensions, en fait. Et ça, c'est... De cette façon, je pense que quand on reçoit ça en face, des objections, elles sont les bienvenues si elles sont aimables, parce qu'elles vous forcent à monter le niveau de la preuve. Et donc, pendant des années, on a monté le niveau de la preuve. Non, c'est quand on dit « je n'y crois pas » ou « c'est impossible » que ça devient énervant, parce que la science n'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de démonstration, de faits empiriques. Mais parfois, ces personnes qui venaient vous voir pour vous dire qu'elles n'y croyaient pas, c'était pas n'importe qui, c'était pas des kidam. Et d'ailleurs, vous le citez. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans votre livre, Alain Prochiantz, c'est que ça fourmille d'anecdotes, pas toujours mises en évidence, parfois un peu cachées dans les notes de bas de page. Et d'ailleurs, pour parler de cette réaction de la communauté scientifique, il y a une anecdote très courte, mais extrêmement violente, page 128 du livre. Un collègue de grande renommée internationale est venu me voir, racontez-vous, à la pause café qui suivait ma présentation à un congrès et m'a suggéré d'arrêter la recherche. Voilà. Selon lui, je me ridiculisais. Alors, encore une fois, c'est présenté sous la forme d'une anecdote dans votre livre, vous la glissez en note de bas de page, mais elle révèle la violence qui peut exister dans la recherche scientifique. Ça, quand j'ai lu ça, j'étais quand même un peu étonné. Est-ce que vous pensez que ce type de comportement existe encore aujourd'hui? Oui, bien sûr que ça existe encore, bien entendu que ça existe encore. Mais bon, c'est pas la majorité des gens. Il y a quelques gens qui sont un peu énervés, quoi. Vous aviez réagi comment? C'était quelques années après la découverte ou c'était juste après? C'était quelques années après. Mais là, écoutez, j'ai eu envie de vomir, en fait, vraiment. Et donc, je lui ai dit, excuse-moi, il faut que j'aille me brosser les dents. Je me suis précipité dans la... Ah ouais, un malaise, quoi. J'ai eu un petit malaise, oui. Ouais. Donc, mais en fait, après, j'ai regretté de ne pas lui avoir vomi sur les chaussures. Ça leur a fait du bien. Ouais. Cette personne-là, c'était la seule à avoir ce type d'attitude ou il y a à ce niveau-là, oui. Il y en a qui étaient plus discrets, qui disaient rien. Mais ou dans le dos, quoi. On voyait le clignotement dans les yeux. Ah, oui. Mais ça, c'est normal. Ça ne m'a jamais dérangé, en fait. Cette hostilité-là? Je sais que la recherche n'est pas un milieu si doux. Hein. Non, c'est pas un monde de bisounours, on le sait depuis longtemps. On le sait bien, donc... Enfin, quand même. Mais l'expression, là, était très forte, oui, quand même. Oui. Alain Prochiantz, tout votre essai est une défense de la prise de risque. Mais qu'est-ce qui distingue la prise de risque
de l'aventurisme pur et simple? La prise de risque, d'abord, c'est rationnel. La prise de risque, elle est prise sur des observations qui peuvent être répétées, vérifiées. Donc, après, vous allez ou vous n'allez pas, mais au départ, il y a quand même une rationalité forte, ou une rationalité simplement intellectuelle, c'est-à-dire un modèle mathématique, ce qui font que vous allez risquer une hypothèse et risquer les expériences qui vont avec. Ce n'est pas une aventure, ce n'est pas n'importe quoi. Un cerveau créatif, ce n'est pas quelque chose d'essentiel où il y a la créativité qui serait déposée dans le cerveau comme la confiture dans un pot. C'est quelque chose qui se construit avec une connaissance scientifique forte, une histoire scientifique, une culture scientifique, qui fait que ce à quoi on peut penser parfois d'un peu risqué ou même de très risqué ne sort jamais comme ça de nulle part. À un moment, je crois même que je dis que l'intuition est peut-être le degré extrême de la rationalité. Y a quand même quelque chose qui rend possible cette créativité et cette foi dans une piste qu'on a identifiée, c'est la culture scientifique. Il y a quelque chose que vous dites dans votre livre qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est que vous considérez que les scientifiques eux-mêmes n'ont pas toujours la culture scientifique de leur propre histoire, de leur propre discipline, et que ça pose problème d'une certaine façon, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris ce que j'ai lu, parce que ça les coupe de plein de pistes possibles, d'un regard réflexif et en même temps approfondi sur le parcours de la discipline. Il n'y a pas assez de savants, il n'y a que des techniciens de la science? Non, pas du tout. Il faut s'intéresser aux raisons de ça. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a une idéologie scientifique qui voudrait nous faire croire que le dernier moment de la science c'est le meilleur. Subsime tout ce qui est avant, que rend obsolète tout ce qui est précédent. Et ça, c'est évidemment faux. Donc, pour en parler, mais ça nous prendrait des heures. Les questions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui ont déjà été posées par des gens il y a 100, 200 ans. Et donc, savoir comment ils les ont posées, comment ils y ont répondu partiellement, ou comment ils n'ont pas été capables d'y répondre, évidemment très instructif pour la façon dont on peut travailler sur la même question, ou pratiquant la même question de façon contemporaine. Et l'autre raison, qui est, à mon avis, organisationnelle, c'est que les chercheurs, et en particulier les jeunes chercheurs, n'ont plus le temps d'acquérir cette culture scientifique. De faire un pas de côté, mais y compris dans une autre discipline d'ailleurs. Y compris dans une discipline. Quand il faut faire une thèse en 3 ans, avec 2 papiers corrects, on n'a pas le temps d'aller lire Darwin, on n'a pas le temps d'aller lire Claude Bernard, on n'a pas le temps d'aller lire Turing, on n'a pas le temps d'aller lire Waddington, on n'a pas le temps d'aller... Et on n'a même pas le temps de lire des articles à côté du domaine qui est le sien. Et bien souvent, on n'a même pas le temps de lire les articles dans le domaine qui est le sien. Tellement il y a de choses à lire. On lit les abstracts et les mots-clés. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut... et puis, on n'a pas le temps de prendre du plaisir de perdre du temps. Ils n'ont pas le temps de perdre du temps. Et ça, c'est la perte de temps, la rêverie scientifique, qui n'est pas de la science, sont des choses essentielles à la formation de l'esprit scientifique. Ça, j'en suis absolument convaincu. Parce que source d'inspiration, de créativité. Y compris l'histoire des sciences, on n'en fait pas assez. Je pense que très peu de mes jeunes collègues, et c'est un peu pour eux que j'ai écrit ce livre, ont le temps d'aller lire, je sais pas, moi, Canguilhem, Foucault, ou même La logique du vivant de Jacob, qui est un immense livre d'histoire des sciences, malgré tout. Donc, ils le font, mais... Non, c'est dur pour eux. Et justement, vous citiez Turing à l'instant, parmi les auteurs qui valent le coup, même si Turing n'a fait que 5 articles. Quels articles, dites-vous dans le livre? Effectivement, quels articles? Dans votre cas, comment vos lectures de Turing vous ont-elles autorisé à penser par-delà les dogmes, entre guillemets, de votre discipline? J'avais lu Turing quand j'étais au MIT, mais j'avais lu sans vraiment le comprendre. Et ensuite, à travers Jean-François Perret, justement, qui faisait une pièce de théâtre à MC 93, où il était question de Turing, mais du test de Turing. Il m'a demandé d'aller discuter avec les acteurs, parce qu'il savait que je m'intéressais à Turing. Et donc, à cette occasion, j'ai relu Turing, d'accord. Disons que j'ai lu surtout les bases chimiques de la morphogénèse, qui est un article de biologie, enfin de théorie biologique de Turing. Et là, j'ai compris que les molécules sur lesquelles je travaillais étaient des morphogènes au sens de Turing.
Et là c'est vraiment une démonstration qu'il n'y a pas de côté. C'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps. En l'occurrence, ça prouvait que ce que j'avais découvert était vraiment pas si original que ça, puisque Turing, en 1952, l'avait déjà prévu. Mais c'était rassurant d'être dans les pas de... Mais vous diriez que ces lectures-là vous ont inspiré, et qu'en fond de tâche, derrière, il y avait ces lectures de Turing notamment. Surtout la lecture de Turing, surtout la lecture de Claude Bernard m'a inspiré, parce que Claude Bernard m'a fait comprendre que il y avait du développement dans la physiologie, c'est-à-dire que l'être adulte est un être qui se renouvelle et qui est toujours en développement, et donc toute la biologie de développement, il y a des concepts qui peuvent être transportés dans la physiologie et donner des voies nouvelles à la compréhension de voies physiologiques, mais aussi de pathologie, parce qu'il n'y a pas une physiologie pour la santé et une autre pour la maladie. Alors, votre livre est aussi intéressant pour le regard qu'il porte sur la République des sciences, ce qui est marqué dès la couverture du livre. On n'est pas piégé, on est prévenu. C'est un regard critique, parfois corrosif, sur la façon dont fonctionne la science en France, et pas simplement en France, en Europe et dans le monde. La recherche vous semble souffrir en France d'un excès de règles d'organisation, ça revient assez souvent, alors que selon vous, après tout, en recherche, la seule règle valable, c'est « whatever works ». Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément d'affinité intellectuelle. Il ne faut pas chercher à trop organiser la production scientifique de crainte de la bloquer, de couper sa créativité. Si on ne veut pas de risque, on est bien obligé de baliser pour faire en sorte qu'en 3 ans, pour un étudiant, les choses fonctionnent, que un groupe va publier régulièrement 2 ou 3 articles par an ou 1 par an. Donc ça demande quand même une organisation institutionnelle forte et une surveillance institutionnelle forte aussi. Or, oui, pourquoi pas, mais il faut savoir faire des exceptions à la règle. Ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement des règles générales de ce genre, c'est que les règles sont trop universellement contraignantes. C'est-à-dire qu'elles ne font plus de place aux misfits, aux mal adaptés. Vous étiez un misfit à l'impressionante ? Non, je ne pense pas que j'étais un misfit. Je suis peut-être devenu. Étonnant comme parcours. Au départ, j'étais vraiment un niais, quoi. Vous voyez, l'école normale supérieure, une thèse entre le MIT et Paris 7. Oui, un niais, c'est le mot qui me venait à l'esprit aussi. Des articles dans des plus grands journaux. Je ne sais pas, j'ai dû faire 5 Nature en 10 ans, entre ma thèse et donc je pensais que c'était... Oui, non, j'étais déniaisé, honnêtement, j'étais déniaisé par l'accident. Et ça, je pense que c'est pas mal, parce que je savais pas... Ça vous a ouvert les yeux malgré tout ce que vous aviez fait avant. Je ne savais pas ce que c'était que la science, voilà. D'accord, jusqu'à cet accident, voilà. Vous dites que vous ne saviez pas ce que c'était que la science. Je n'avais pas compris comment ça fonctionnait vraiment. Donc... voilà, c'est comme un fils de famille qui ne sait pas qu'il y a des gens qui sont en première ligne, justement. Donc, et ça m'a fait, au fond, beaucoup de bien. Alors, ça a été un peu brutal, hein, bien sûr. C'est pas brutal mais c'était salutaire. Brutal pour moi, mais aussi brutal parce que j'ai découvert la cité scientifique et ça l'a aussi démystifié. Vous voyez ? Donc, ça a donné un nouveau regard sur la République des sciences. Alors, page 27, vous écrivez dans le livre que les nouvelles technologies contribueront le plus souvent à améliorer la bougie, mais ne permettront pas d'inventer l'électricité. La formule est ancienne, elle est connue, mais vous la reprenez. Dans votre discipline, la technique a-t-elle supplanté l'imagination, tué la créativité ? Non. Elle ne l'a pas, au contraire, je pense que la technique peut apporter à l'imagination. Je prends l'exemple de Galilée avec la lunette qui était destinée à regarder les navires ottomans arriver dans Venise. Il la retourne vers le ciel et découvre les 4 satellites de Jupiter. C'est la technologie au service de qui ? Au service de quelle pensée ? Les technologies. La différence quand même, c'est que Galilée, il utilisait un instrument relativement simple dont il connaissait le fonctionnement, même si ce n'est pas lui qui l'avait élaboré, alors qu'aujourd'hui, on met dans les mains de scientifiques des machines dont je ne suis pas certain qu'ils connaissent dans le détail le fonctionnement. J'en parle justement dans le livre, c'est-à-dire que j'admire énormément les chercheurs qui fabriquent leur outil. Et ça se voit beaucoup, par exemple, dans les techniques d'imagerie. J'ai connu des chercheurs qui construisaient eux-mêmes leur microscope pour répondre aux questions que eux se posaient. Alors évidemment, si on vous vend un microscope clé en main, vous ne pouvez pas l'adapter parce que il y a les secrets de fabrication. Même pour les milieux de culture, c'est comme ça aujourd'hui. Donc non, je n'ai rien contre les technologies. C'est pas un livre atrabilaire. Hein. Oui, mais il faut par contre en faire un usage pertinent. Il faut faire un usage pertinent. Il ne faut pas
penser que la technologie automatiquement va faire découvrir des choses nouvelles. Mais elle peut faire voir quelque chose de nouveau, bien entendu. Un mot sur l'IA peut-être, parce que... l'IA, c'est un outil formidable. Ouais, c'est votre opinion. Vous la rangez au titre de ces technologies qui peuvent être utiles? Oui, c'est une technologie parce que qui peut être vous savez, utile. Les effets de mode, ça conduit aussi à faire des choses qui n'ont pas grand sens. C'est sûrement... Oui, ça c'est quelque chose... Non, ce sont des technologies utiles, mais ce n'est pas uniquement une technologie. Il y a une recherche en IA qui est extrêmement importante, et la recherche en IA apportera probablement des choses dans la recherche sur le cerveau. Rien ne semble plus vous agacer que ces directrices, directeurs peut-être surtout de laboratoires, qui passent plus de temps à réseauter, comme on dit aujourd'hui, qu'à travailler dans leur labo avec leurs équipes. Alors vous ne donnez pas de nom, mais c'est une tendance que vous avez pu constater. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire une recherche innovante sans être en lien avec d'autres équipes de recherche de par le monde? L'isolement, même relatif, n'est-il pas la cause d'un rabougrissement de la créativité? Après, tous ces chercheurs qui passent peut-être plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur labo, c'est pour la bonne cause, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, dans d'autres labos. C'est important de voir ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, je vous rappellerai que Galilée discutait avec Kepler. Donc, ça n'a pas... Vous ne remettez pas ça en cause. La discussion entre les scientifiques n'est pas nouvelle, elle est même très riche, elle est même très importante. La question, c'est plutôt la communication. La communication. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le communicant a pris le pas sur le scientifique, dans bien des cas. Et pour des raisons qui s'expliquent par le reste, c'est-à-dire qu'il faut communiquer pour avoir accès aux éditeurs des grands journaux qui permettent d'être bien vus par les éditeurs des grands journaux quand vous avez un manuscrit. Il y a un jugement par les pairs qui fait que si vous n'avez pas des bonnes relations avec vos pairs, vos articles seront moins souvent acceptés ou vos contrats sont eux-mêmes moins souvent acceptés. Donc, c'est une partie du métier de communiquer. Bien entendu, c'est une partie du métier d'aller dans les congrès, de voir les gens, discuter avec eux. Ça ne peut pas être que ça. Parce que si on n'est que ça, alors à ce moment-là, il y a toute cette partie de réflexion solitaire, où les choses peuvent s'inventer, parce qu'on n'est pas justement soumis à une norme, à ce qui est normal. Et ça, je pense que c'est un travail important. En même temps qu'il est très important de passer beaucoup de temps avec les étudiants et les postdoctorants. Je crois que c'est vraiment fondamental. Pour eux, c'est une période de formation. Ils ne peuvent pas voir leur patron une fois par semaine. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Enfin, pour moi, c'est pas pensable. Possible. Voilà. On parle de financement, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est d'actualité encore aujourd'hui, j'ai l'impression pour un paquet de temps. Vous vous inquiétez, comme beaucoup d'autres, de l'insuffisance du financement de la recherche en France. J'ai envie de dire, est-ce qu'à vos yeux, c'est d'abord ça le problème de la recherche en France, ou c'est pas prioritaire finalement comme question? Alors, je pense que la question du financement est très importante. Honnêtement, on ne va pas tenir le coup avec 2,2% du PIB et 0,7% par la recherche académique. Bon, ça, dans le système actuel. Donc ça, c'est un grave problème. Ça fait des années et des années que ça dure et on en voit les conséquences tous les jours. C'est dramatique. Donc oui, il y a plein de gens qui comprennent ça. Hein. Il y a plein de réactions à ça, d'ailleurs, à cette façon de fonctionner de la République des sciences qui devient, je dis, illibérale. Hein. Mais c'est deux niveaux. Donc, on ne va pas résoudre le deuxième problème qui est le plus large tout de suite, même si je pense que je suis optimiste. Je pense qu'il y a des très grands scientifiques, bien plus grands que moi, qui ont pris la mesure des choses. Mais en attendant, il faut quand même que la recherche en France, dans le cadre actuel de l'exécution des travaux de recherche mondiaux, tienne le coup. Hein. Or, elle ne va pas tenir le coup, elle ne tient plus le coup, ça c'est clair. Vous êtes inquiet? Oui, je suis plus qu'inquiet, je suis triste. Il y a une question qu'on se pose souvent quand on parle de financement, c'est comment concilier la nécessité de donner des gages aux financeurs publics. Après tout, c'est de l'argent public, il faut pas le gaspiller, il y a cette petite musique-là. Donc comment concilier cette nécessité de donner des gages aux financeurs publics et l'importance de laisser les scientifiques jouir de la plus grande liberté possible, sur laquelle il n'y a pas de production scientifique de qualité. C'est quoi l'équilibre ? Mais il n'y a pas à avoir cherché un équilibre. Il faut des projets à court terme, parce qu'ils répondent à la demande sociale, et je pense que c'est logique. Hein. On s'intéresse à des problèmes comme le cancer, les maladies neurodégénératives, et qu'on essaie d'orienter des recherches dans ce sens le plus possible. Mais il faut aussi préserver la recherche académique qui n'est pas directement
liée à ces questions, même si, à terme, elle est liée à ces questions. Hein. Quand Barbara McClintosh découvrait les transposons et regardait les grains dans un épi de maïs, les grains qui étaient jaunes, verts, bleus et tout, qu'elle a découvert justement les éléments génétiques mobiles, elle ne pouvait pas savoir que 40 ans plus tard, les éléments génétiques mobiles qu'elle avait découverts étaient considérés comme la source principale de maladies comme le cancer ou les maladies psychiatriques et neurologiques. Donc on peut couper en amont, mais il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose en aval. Voilà. Mais on peut aussi développer l'aval spécifiquement sur des choses qui ont déjà été découvertes. Mais ce n'est pas cher. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas cher. 0,7% du PIB pour la recherche académique, mais c'est rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est rien. Allez, on parle d'évaluation et d'édition scientifique parce que c'est vraiment 2 points très importants du livre. La recherche scientifique est malade de son évaluation, souvent superficielle parce que, vous l'expliquez, trop attachée à des critères purement quantitatifs. Pouvez-vous expliquer le système de contrôle aux marges entre guillemets, de l'activité scientifique que vous appelez de vos voeux? Alors c'est à la page 86-87, il y a même un petit graphique tout simple. Est-ce qu'on peut revenir dessus et qu'est-ce que ça permettrait de solutionner? On a des index aujourd'hui, des index qui permettent de ranger les équipes par discipline sur des courbes de Gauss. Il y a ceux qui sont moyens, au niveau des index, ça ne veut rien dire, hein, mais bon, quand même, ça veut dire on publie correctement, on fait un beau boulot, voilà. Et puis il y a ceux qui sont à droite, les très mauvais, et ceux qui sont à gauche, les très bons. Et donc, de toute façon, ceux qui sont au centre, à travers les index quantitatifs, donc je ne l'élimine pas forcément, hein, on peut les utiliser dans un premier screening, ils sont bons. Ils font du bon boulot, ils font du boulot pour la communauté scientifique, il n'y a pas de raison ils sont déjà évalués par les index. S'ils ont des index qui sont bons, ça veut dire qu'ils produisent. D'accord. Et puis, pas la peine de perdre du temps. On peut discuter avec eux, mais par plaisir, pas pour surveiller et punir. Alors, il y a ceux qui sont à droite, les très très bons, c'est très bien, mais... Alors on dit c'est très bien, on les évalue même plus, mais en fait, dans ceux-là, il y en a qui font de la gonflette, comme je dis, il y a des gens qui publient plus d'articles qu'ils ne peuvent en lire. Quand vous avez un collègue qui a publié 600 articles dans sa vie, une vie scientifique, la mienne était très longue, une des plus longues, c'est quand même 50 ans, je ne me vois pas publier 12 articles par an, vous voyez, donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est de la gonflette, quoi. Et puis il y a ceux qui sont en bas, pour lesquels on a le plus grand mépris, et moi, ceux qui sont en bas, il y en a qui sont mauvais. Bon, on peut les aider à devenir meilleurs, hein, parce que c'est pas uniquement pour les... Il faut fermer parfois, probablement, et arrêter, mais il y en a simplement, il y a des problèmes, ils ne savent pas s'organiser, il y a des problèmes de... Donc on peut intervenir pour les accompagner. Et puis il y en a qui sont peut-être sur des trucs qui sont tellement importants ou tellement incompréhensibles par les éditeurs, par la communauté, qui prennent beaucoup plus de temps pour s'imposer et qu'il faut protéger, hein, comme des jeunes pousses avec des grillages pour que les faons n'aillent pas manger les feuilles vertes. Donc, évaluer aux extrémités, ça ferait gagner beaucoup de temps. On gagnerait 5 fois. Hein. Donc, on pourrait passer plus de temps avec ces équipes-là, parmi lesquelles je pense qu'il y a des pépites qu'on ignore. Donc, voilà, évaluer moins, mais mieux, d'une certaine façon, plus intelligemment. Lire et discuter avec les gens. Ouais. Parce que là, on compte les articles. Encore du temps. On voit, il a fait 5 Nature, le niais que j'étais. Et il a fait 5 Nature, c'est un génie. En fait, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui publient dans des articles, dans des journaux beaucoup moins bons, moins visibles, je veux dire, parce qu'ils peuvent pas publier dans ces journaux-là parce qu'ils sont refutés, mais qui ont des idées et qui peuvent être très bons et il faut lire les articles, il ne faut pas les compter. Voilà. Alors, vous me fournissez la transition parfaite avec la question de l'édition scientifique. Il y a des journaux qui ne font pas le job, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans votre parcours personnel de chercheur, en quoi ont-ils été une entrave à la science? Parce que c'est un terme qui revient, que vous reprenez à Sidney Brenner, justement. Aujourd'hui, la confiance dans l'édition scientifique mondiale, elle est brisée, elle est rompue pour vous? Je parle des grands journaux surtout, hein, bien sûr. Si on pense aux grands journaux, il y a forcément dans les grands journaux des choses magnifiques qui sont publiées par des gens qui font des choses très belles. Mais très souvent, la décision... Alors, oui, dans les grands journaux, il y a deux étapes. Vous envoyez un manuscrit et il y a des éditeurs qui décident que cet manuscrit sera envoyé à reviewer ou pas. C'est-à-dire qu'il va être envoyé à des pairs pour que les pairs fassent des commentaires... anonyme, bien entendu. Bien entendu. Je ne suis pas sûr que ce soit si bien que ce soit bien entendu. Que ça, ouais. Mais, bon, bref. Mais la première étape la plus difficile, c'est que les éditeurs décident d'envoyer.
Et sur quelle base un éditeur peut-il décider d'envoyer ? Sur la base des choses qu'il comprend, ou sur la base des renseignements qu'ils prennent auprès de professeurs qui sont proches d'eux, qui ont été leurs professeurs avant, ou des choses comme ça. Donc, ils ont une culture scientifique, mais qui n'est pas une culture scientifique forcément de ce qui est disruptif. Et donc, je pense, et en plus, ce sont des gens qui ont raté leur carrière, il faut quand même le reconnaître. Hein, là aussi, on va se faire plein de copains. Non, mais raté leur carrière, ils en ont pris une autre. Mais ils ont fait une thèse, un postdoc, et après, ils ont décidé de ne pas continuer. Donc, il faudrait qu'ils sachent quand même à quel niveau ils sont, malgré tout. Donc, vous pensez qu'ils ne sont pas armés pour lire des certains papiers ? Le sont. Moi, j'ai rencontré des éditeurs extraordinaires. Mais ce n'est pas la voie du genre, comme dirait l'autre. Non, ce n'est pas la majorité, mais j'ai rencontré 2 éditeurs qui ont été, pour moi, extraordinaires et qui m'ont énormément aidé. Donc, ce n'est pas une règle générale. Tous les propos généraux sont idiots. Mais oui, le système fonctionne comme ça. Ils ne sont même pas responsables, ils sont le système. Et donc, s'ils ont un article qui est mal foutu, ou qui est compliqué, ou qui est peut-être mal rédigé, ça va être niette. Et eux, ils sont comme les évaluateurs, ils n'ont pas le temps. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, le nombre de propositions d'articles qu'ils reçoivent est tellement monstrueux. Exactement, ils n'ont pas le temps. Alors, il y a des systèmes alternatifs aujourd'hui qui se mettent en place que je trouve magnifiques. Hein. Par exemple, on peut envoyer un manuscrit sur bioRxiv, qui est un site, donc on publie ces données avant qu'elles soient reviewées, donc elles sont accessibles à toute la communauté. Et là, on peut avoir des retours, et du coup, on peut améliorer, et après, on peut soumettre à un journal. Et puis, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font maintenant à eLife, hein, et ça, c'est des anciens prix Nobel qui ont créé eLife, parce qu'ils se rendent compte, il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience dans la communauté scientifique mondiale que certaines choses que je dis dans ce livre font partie de cette prise de conscience, sont justes et qui essayent de réagir. Et ce qui se passe à eLife, c'est une forme de réaction. Hein. C'est-à-dire que vous envoyez votre article, alors évidemment il y a un screening, on ne peut pas accepter n'importe quoi, mais une fois qu'il a été accepté pour être envoyé à reviewer, alors ça devient une discussion. Hein, il sera forcément publié, mais vous devez corriger en fonction des réponses des reviewers, vous devez améliorer, et toute la discussion est publiée, elle est rendue publique. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez, si je voulais terminer, c'est un petit peu ça, ça doit être la science, ça doit être une discussion entre amis. Ça ne doit pas être un système de pur pouvoir académique. Un mot sur l'interdisciplinarité ou pluridisciplinarité, parce que je pense que c'est important, ça monte beaucoup en puissance depuis ces dernières années. Le CNRS s'est doté d'une mission, la MITI notamment, qui s'occupe de ça. Vous considérez quand même, j'ai trouvé, c'est peut-être que je me trompe, que l'interdisciplinarité, faut prendre ça avec prudence. À quelles conditions est-ce qu'elle est féconde pour vous, et dans quel cas elle est plutôt cosmétique qu'autre chose? Il y a différentes choses dans l'interdisciplinarité. D'abord, il y a quelqu'un qui peut être tellement pointu dans sa discipline, il va découvrir quelque chose de tellement important que ça va être totalement irradié sur toutes les autres disciplines. Hein, l'atome, bon, par exemple. Il y a le besoin de travailler avec des gens qui ne sont pas de sa propre discipline parce qu'on en a besoin. Et par exemple, Claude Bernard, il travaillait avec Baronsville ou avec Berthelot, qui étaient des chimistes. Hein. C'est pas nouveau. On peut avoir besoin de travailler avec des physiciens parce qu'on a un problème de physique qui se pose, même au niveau de la construction d'un appareil, par exemple. Moi, j'ai travaillé dans le département de chimie du MIT et j'ai fait plein de travaux en collaboration avec des chimistes ou des matheux. Donc, je suis pour la pluridisciplinarité, ou l'interdisciplinarité, quand elle est un besoin, pas quand elle est une injonction. Parce qu'on ne peut pas croire que c'est aux interfaces que les choses nouvelles arrivent. Hein. L'idée de l'interface, c'est que c'est à l'interface entre la chimie et la biologie, ou la physique et la biologie, qu'on va trouver des choses nouvelles. Ça, vous n'y croyez pas? Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais j'ai tendance à penser que quand on est physiologiste, c'est la physiologie qui est au poste de commande, et qu'elle peut avoir besoin d'outils mathématiques, d'outils physiques, d'outils chimiques, et qu'il faut faire le geste d'aller les chercher. Mais un physiologiste de bon niveau, il saura toujours décrocher son téléphone pour aller chercher le chimiste qu'il lui faut. Toujours sur cette notion de créativité,
vous insistez forcément beaucoup sur la nécessaire liberté intellectuelle qui doit être celle du scientifique aujourd'hui. Votre essai se termine aussi en considérant les rapprochements art et sciences comme un signe d'une recherche scientifique en quête d'un supplément d'âme. Un mot sur la vulgarisation scientifique, parce que ça m'y a fait penser. Vous en parlez rapidement, mais pas plus que ça. J'ai pas l'impression que ce soit votre cam, comme on dit. Beaucoup de chercheuses et de chercheurs s'impliquent aussi de plus en plus dans la vulgarisation scientifique. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, fondamentalement ? Il ne faut pas compter sur moi pour la vulgarisation scientifique. Voilà. Pour la défendre ou pour en faire ? C'est pas la même chose. Pour en faire. D'accord. Ça, c'est respectable. Enfin, je veux dire, c'est un choix individuel. Moi, c'est un choix individuel. D'ailleurs, j'étais professeur au Collège de France. Donc, je m'adressais à ce qu'on appelle le grand public, puisque les gens qui viennent au cours, il y a 300 personnes. Eh bien, écoutez, il y avait peut-être une trentaine qui pouvaient comprendre le fond de ce que je racontais, parce que j'étais toujours à la limite de ce que je comprenais moi-même, il faut bien le reconnaître. Non, parce que c'est quand même le principe du cours du Collège de France. Mais les autres revenaient systématiquement parce qu'ils entendaient la musique. Vous voyez ? Ils entendaient la musique de la science. Ils comprenaient ce qui se passait. Donc, ils étaient intéressés intellectuellement, mais sans qu'on soit obligé de faire du doceo puros grammaticam. Donc, la vulgarisation scientifique, oui, mais pas pour essayer de toucher le plus grand public. Vous voyez, c'est un petit peu comme le Théâtre national populaire de Villars. La question, c'est pas de faire du populisme théâtral, c'est de faire un théâtre de très haut niveau qui s'adresse à des gens et de les permettre d'avoir accès à un très haut niveau. C'était le principe des maisons de la culture aussi, MC 93, tout ça. Donc, moi, ce serait plutôt ça, mon modèle. Vous en pensez quoi de ma thèse en 180 secondes ? J'en pense des horreurs. D'accord. Donc, vous n'aimez pas ? Non, je pense que c'est une épreuve de com, et je pense que les épreuves de com n'ont rien à faire dans la science. Mais dans la forme, il y a le fond qui affleure, comme on dit. Non. Non ? Non. Vous ne pensez pas qu'en choisissant un mot plutôt qu'un autre, qu'en mettant de côté un jargon qui parfois... Je pense que c'est une épreuve de... Oui, c'est comme soit la corde ou je ne pense pas que ce soit de la science. Je pense que mais c'est pas de la science, c'est demander à un scientifique. étudiant de perdre 3 semaines pour raconter sa thèse en 180 secondes, je pense que c'est scandaleux, voilà. Voilà ce que je pense. On va terminer du coup avec les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs, puisqu'on en parlait à l'instant. Vous déplorez comme... Mais je suis un vieux monsieur. Je ne sais pas ce que c'est qu'un vieux monsieur. Non, c'est pas... On a le droit de penser ce qu'on veut, quand même. On est en France, bon sang. Et vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas ma thèse en 180 secondes. Voilà. Moi, j'aime, mais c'est pas le sujet. Donc, jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, on va finir en pensant à eux et puis peut-être avec quelques messages sur lesquels vous aimeriez terminer cet entretien. Vous déplorez la condition, mais comme beaucoup, c'est pas propre à vous et on peut la comprendre, cette position faite aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs en général, réduits au rôle de simples exécutants. Qu'est-ce qui améliorerait leur sort, une thèse, la possibilité de faire des thèses plus longues, des meilleurs financements, un meilleur accompagnement, un meilleur encadrement. Comment vous regardez cette question ? Mais la vie d'un laboratoire, tel que je la vois, c'est pas forcément hiérarchique. C'est-à-dire que la discussion avec un étudiant est une discussion où l'étudiant peut prendre le dessus. Et il le prend souvent. Enfin, avec moi, il le prend souvent. Et je crois qu'il faut écouter les étudiants, il faut écouter les postdoctorants. Et c'est une discussion, c'est penser ensemble. Alors, il y en a qui ont plus de fond de sauce, c'est comme les vieux cuisiniers. Moi, j'ai un fond de sauce, vous avez remarqué de façon peu agréable, j'ai 50 ans de recherche, même 52. Donc, évidemment, mon fond de sauce, il est très fort. Mais eux, ils ont des choses qui m'apportent qui sont très fortes aussi, parce que quand ils ont par exemple, ils ouvrent un ordinateur, ou ils prennent des technologies contemporaines, et ils ont ça dans le sang, alors que moi, il faut que je lutte pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur façon de faire. Mais ça, c'est une pensée ensemble. Et donc, les étudiants, il leur faut, j'ai dit, plus de temps, il leur faut plus de financement, il leur faut un encadrement qui est toujours présent, mais ce n'est pas un encadrement au sens caporaliste. Oui, au sens écoute, dialogue. Dialogue. Et j'essaye de faire ça dans le laboratoire. Il faudra demander à mes étudiants s'ils pensent la même chose, mais je pense qu'ils ne sont pas loin de penser la même chose que moi, oui. Voilà, donc oui, c'est un problème que... C'est pas de la viande, les étudiants, pour faire des papiers. Sur des gens, on a une charge, une responsabilité pour leur apprendre à aimer la science et à la faire bien, voilà. Pour terminer, compte tenu des problèmes soulignés dans votre essai, qu'aimeriez-vous dire à toutes celles et ceux qui, là, en ce moment, préparent une thèse et se demandent si, une fois celle-ci soutenue, embrasser une carrière dans la recherche publique en vaut la chandelle ?
Si on aime ça vaut le coup, bien entendu. Alors, on fait une thèse. En France, on peut encore faire des thèses dans des bonnes conditions si on choisit bien son laboratoire. Donc, on peut avoir une bonne formation dans le cadre mondial qui est celui de la formation des doctorants. Après, écoutez, si la France a décidé de ne plus faire de recherche, il faut qu'ils aillent ailleurs en Europe. Qu'est-ce que j'y fasse? Moi, c'est pas moi qui ai décidé qu'on aurait 2,2% de PIB dans recherche et développement, alors que l'Allemagne est au-dessus de 3, que la Corée est près de 5, le Japon pareil, la Suède pareil. Alors, si la France désarme à ce niveau-là, je suis européen, moi. Donc, je leur conseillerais d'aller faire de la recherche dans un endroit où on pense que la recherche a de la valeur. Pour terminer, c'est une question improvisée. Elle conclut cet entretien, si vous en êtes d'accord, Alain Prochiantz. Votre plus belle réussite en tant que scientifique, question difficile, vous avez le temps d'y répondre. On peut même se retrouver dans un autre épisode de podcast pour apporter la réponse. Non, plaisanterie mise à part. Votre plus belle réussite de scientifique, c'est quoi? Est-ce que c'est cet accident qui fait le titre de votre livre? Est-ce que c'est un jour un dialogue ultra fécond avec un chercheur, une jeune chercheuse à l'issue de cet entretien, vous réussissez à la convaincre, à le convaincre de continuer dans une voie de recherche en laquelle il ne croyait plus, par exemple? Est-ce que c'est une relation d'amitié avec des chercheurs dans la continuité? C'est quoi la réussite scientifique d'Alain Prochiantz? C'était grâce à cette amitié avec certains chercheurs, dont je cite Michel Evolovitch, Alain Joliot par exemple, Ariel Dinardo, plein de gens qui ont travaillé avec moi, d'avoir été capable de prendre une observation et de tenir le nombre d'années nécessaires pour que cette observation se transforme en quelque chose qui n'est pas forcément une grande découverte, mais quelque chose de réel. Je pense que c'est ça. C'était ma vie, donc et je crois que je suis très content de cette vie-là. Ça m'a changé. Vous savez, je crois beaucoup à l'individuation, que les gens changent avec le temps. Je pense que la vie qu'on mène vous change avec le temps, les amours, les rencontres. Et ça, c'était une rencontre qui a été très importante avec celle des gens que j'ai aimés, mais dans un autre cadre, du même genre. C'est des choses qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas terminé. Oui, j'ai cru comprendre que vous étiez très actif. Très actif, moins qu'avant, mais bon, j'essaye de tenir un petit niveau. Merci beaucoup, Alain Prochiantz. Le livre s'appelle « Accident, regard sur la République des sciences » et c'est sorti il y a quelques semaines chez Odile Jacob. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Grand Labo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Dans le prochain épisode de Grand Labo, le podcast, je recevrai Manu Houdard, comédien, vulgarisateur, qui parle de mathématiques dans un one-man show qui s'appelle Very Math Trip. On parlera donc de vulgarisation scientifique en mathématiques. Merci beaucoup de votre soutien et à la prochaine. Salut!